Bienvenue mesdames et messieurs dans Première l'émission, Sa Majesté le Roi de Cœur, le Roi de l'Horreur vous accueille ici au Grand Rex pour un numéro spécial Halloween. Au programme évidemment des critiques forcément effrayantes, les coups de cœur voire les coups de couteau de notre rédaction et cerise sur la citrouille, une incursion dans l'atelier du maquilleur de The Substance. On en profitera pour disséquer ensemble le succès de Terrifier 3, le film gore qui vient de cartonner en salle, et on en profitera pour tirer le portrait du plus méchant des méchants sur grand écran. Il s'agit de Ralph Fiennes. Vous imaginez bien que l'interprète de Voldemort a une carrière en dehors de Poudlard et vous verrez qu'il a flirté de nombreuses fois avec l'horreur. Et puisqu'il est question d'horreur, comment ne pas donner la parole au petit prince de l'effroi, le réalisateur belge Fabrice Duvels, qui a consacré ses plus grands films au genre et en a profité pour nous donner une petite leçon de frayeur. C'est parti donc pour cette émission produite par la chaîne Trailers et disponible gratuitement sur vos Smart TV. On ouvre cette émission spéciale Halloween avec un vampire, parce que pour avoir autant d'énergie, il faut qu'il se nourrisse de sang frais. C'est Thierry Chaise, le rédacteur en chef du magazine Première, qui va nous parler de 3 films fantastiques dans tous les sens du terme. On commence par The Substance, le deuxième long métrage de Coralie Farja, réalisatrice déjà en 2018 du très remarqué Revenge. Là, The Substance, c'est un pur film de body horror, récompensé d'ailleurs à Cannes du prix du scénario, situé dans les coulisses d'un show télé d'aérobic, et on sait que ça peut être effrayant. Ça, déjà, rien que ça, c'est effrayant. Véronique et Davina, sortez de ce corps. On est vraiment les Véronique et Davina modernes. Tu vois, ouais. Alors, ce show est animé par une ancienne star du cinéma américain, qui est incarnée par Demi Moore, qui vieillit et donc qui est potentiellement menacé d'être remplacé par quelqu'un qui est plus jeune. Voilà pour ce qui est du film. Et puis, on va lui dire, bah tiens, voilà une petite pilule qui te permettra de redevenir jeune et belle comme avant. C'est le début d'un pacte faustien. Et ce que réussit très bien Coralie Farja, c'est en partant de ça, de faire un vrai film qui parle de misogynie, qui parle de ce jeunisme à tout crin, mais par l'humour, mais par l'horreur, sans faire un film à sujet, sans asséner. Donc on est dans son fauteuil. L'avantage quand on est myope, c'est qu'on peut faire ça. Et on ne voit rien, on peut faire très concerné. Donc tu floutes les... c'est un peu trop gore, je floute ce que je vois, mais je trouve que c'est en ça extrêmement réussi. C'est un face-à-face entre deux générations et aussi entre deux comédiennes, Margaret Qualley d'un côté, Demi Moore de l'autre. Est-ce qu'on peut parler d'un grand retour gagnant pour l'héroïne de Ghost? Bah complètement, parce que quand on fait le décompte des films dans lesquels elle était présente depuis quelques années et qui ont marqué, il n'y a pas grand-chose depuis Margin Call. Il y avait eu un film français qui était le remake de LOL, et là, à la fois, c'est un grand rôle, avec énormément de choses à jouer, et le face-à-face avec Margaret Qualley, qui est la fille d'Andy McDowell dans la vie, marche totalement, et on peut voir à mon avis quelqu'un qui peut être nommé aux Oscars. Je pense que Demi Moore a une chance cette année, et toute la campagne se joue sur elle. Cette année, elle est pour toi, Demi, mais en attendant de voir The Substance, c'est le 6 novembre au cinéma. Deuxième choix, c'est Hérétique, film de Scott Beck et Brian Woods, qui s'appuie lui aussi sur une autre star des 90s, entre Paddington 2 et Wonka, qui lui semble d'ailleurs prendre de plus en plus de plaisir à jouer les méchants ou les personnages un peu weird. Il s'agit de Hugh Grant. Hugh Grant qui avait commencé dans les années 80 par jouer dans une sorte de remake de Dracula. Donc il revient un peu aux sources, et il se régale comme un petit garçon. Alors qu'est-ce qu'il joue? Il joue un monsieur qui a l'air tellement gentil, c'est Hugh Grant, il est gentil, c'est monsieur de Kufrin-Notting-Hill qui est dans cette maison et qui accueille 2 jeunes filles religieuses mormones qui viennent un peu lui vendre sa religion. Donc hop, il rentre dans cette maison, mais cette maison va s'avérer un labyrinthe. Évidemment, le gentil Hugh va devenir pas si gentil que ça et même sacrément effrayant. Donc à part la prestation savoureuse de Hugh Grant, qu'est-ce qui rend Hérétique aussi prenant? Moi, ce qui marche, c'est qu'on rentre dans cette maison, et cette maison, c'est un véritable labyrinthe. Et à partir de là, c'est un véritable jeu pour le spectateur. Comme toujours dans ces films, c'est pas tellement la résolution qui compte, mais c'est la montée en tension. La tension, ouais. C'est comment, dans chaque pièce, il peut se passer quelque chose, et surtout une gestion de qui va mourir quand, qui est pour moi assez réussie. C'est un film qui est produit par A24, qui est une grande maison de cinéma indépendant américain. Donc c'est un film d'horreur plus, et la vraie raison d'aller le voir,
c'est Hugh qui, avec cette question, pourquoi es-tu si méchant, Hugh? Comme dans la fameuse pub. Ah, ça me rappelle quelque chose, Et effectivement. Oui. Bon, on prend ses billets pour ce labyrinthe dès le 27 novembre. You figured it out yet? On termine avec un film britannique culte qui retrouve le chemin des salles obscures pour fêter en beauté ses 20 ans. Il s'agit de Shaun of the Dead du britannique Edgar Wright. Ah oui, alors ça, le pitch est très simple. Lorsque des zombies attaquent, à votre avis, où est-ce qu'il vaut mieux se réfugier? Dans un pub, puisqu'on est anglais. Et donc c'est vraiment deux amis et tous ceux qui peuvent être sauvés qui essayent de lutter contre cette invasion de zombies qui a débarqué un soir de beuverie. Et c'est là la place la plus sûre pour résister et ne pas mourir. C'est donc une comédie de zombies qui a lancé la carrière d'ailleurs du réalisateur de Hot Fuzz et Baby Driver. En quoi est-ce qu'elle a réussi à traverser le temps? Déjà, il y a un duo d'acteurs, Simon Pegg et Nick Frost, qui est absolument génial. Un type d'humour qui fait qu'il est intemporel, c'est-à-dire c'est très burlesque. Et surtout, ce cinéaste, il fait en fait à la fois un film d'horreur et une comédie. Et il est au premier degré dans les deux cas. Et donc, à partir de là, ça fonctionne et ça fonctionnera toujours. Le voir aujourd'hui ou le revoir, c'est toujours le même plaisir. Et quand on parlait au début de hurler de rire, là, vraiment, ce film-là fait hurler de rire. Le kiff de le voir 20 ans après sur grand écran, et ça va se passer le 30 octobre. Sean! Sorry, we're closed! Merci beaucoup, mon cher Thierry Chaise. Et pour l'intégrale des critiques des films actuellement en salle, rendez-vous évidemment dans le dernier numéro du magazine Première. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, pour visiter l'atelier de Pierre-Olivier Persin. C'est un petit génie du make-up qui a d'abord travaillé sur Le Comte de Monte-Cristo avant d'être nommé responsable effets spéciaux maquillage sur The Substance, le film gore qui a métamorphosé Margaret Qualley et Demi Moore. Comment est-ce que le Frenchie a réussi à jouer avec les corps des stars hollywoodiennes? Qu'est-ce qu'il faut pour simuler une bonne blessure, une bonne ecchymose, une bonne cicatrice? Comment est-ce qu'on fait pour remodeler des visages? Une fois n'est pas coutume, l'artiste sort de l'ombre et tombe le masque. Bonjour, vous êtes dans mon atelier PopFX, bienvenue, rentrez. Moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'avais du latex et du plâtre et de la plastiline pour Noël quand j'avais 14-15 ans. Donc ça c'est un peu l'extension adulte, 30 ans après de ma chambre d'ado. Peut-être il y a ce côté un peu Frankenstein, ces choses-là appliquées sur un comédien qui ensuite va employer tout son talent pour jouer et tout ça, c'est magique. Quand on travaille sur un film qui s'appelle Le Comte de Monte-Cristo et Monsieur Aznavour et qu'on fabrique des prothèses pour des acteurs incroyables en plus, c'est juste magique, ça c'est un cadeau. J'ai travaillé sur World War Z aussi, puis évidemment The Substance qui est le plus gros projet en termes d'ampleur et de folie sur lequel j'ai travaillé en 30 ans de carrière. Ça m'embêterait de faire tout le temps du gore. Après, voir quelqu'un se faire manger par un zombie ou par un loup-garou, ça me fait rigoler parce que il y a un décalage, ça n'existe pas, ça met cette distance et ça c'est chouette. Ça c'était pour un film de Juste Philippot qui s'appelle Acide. Donc on commence par une prise d'empreinte. Voilà, une prise d'empreinte de la partie qu'on veut transformer. On va sculpter, littéralement, sculpter la transformation qu'on veut obtenir. Ensuite, il y a tout un tas d'étapes techniques, de moulage et de tirage qui nous permettent d'obtenir des prothèses qui sont principalement en gel de silicone. Donc c'est un matériau, comme vous pouvez le voir, qui est très très souple, qui est translucide. Donc ces prothèses-là sont peintes délicatement. Parfois, on va implanter poil à poil dedans une barbe, des sourcils, etc. Ensuite, elles sont collées sur le comédien ou la comédienne et on peut faire ça sur tout le corps si on veut. Je pense qu'en France, maintenant, notre métier existe et est reconnu. Avant, les effets spéciaux de maquillage étaient utilisés avec parcimonie. Maintenant, ça a beaucoup changé. On est complètement reconnu et respecté et ça, c'est super. Après, je sais pas, c'est pas un débat dans lequel je veux rentrer, mais je pense que la France, qui est un grand pays de cinéma quand même, est le seul pays qui ne récompense pas le maquillage, la coiffure et les prothèses dans les récompenses annuelles du cinéma.
Vous en avez forcément entendu parler, vous en avez fait des cauchemars. C'est le film qui buzz, actuellement sorti un peu avant Halloween. Terrifier 3 est un véritable phénomène cinématographique déconseillé aux âmes sensibles. On vous explique pourquoi ce film d'horreur soulève les cœurs et fait autant de bruit qu'un concert de tronçonneuse. Sorti le 9 octobre 2024, en même temps que le dessin animé Le Robot Sauvage et que le film social L'Histoire de Suleiman, Terrifier 3 n'est pas passé inaperçu. Loin de là. Multiplication de scènes sadiques, extrême violence à base d'éviscération, énucléation et autres tortures, c'est un festival de gore. Quelques jours avant sa sortie en France, son distributeur apprenait que le film serait assorti d'une interdiction au moins de 18 ans. Une première pour un film d'horreur depuis Saw, il y a 18 ans. Malgré ce handicap, qui n'a pas effrayé les spectateurs et a été astucieusement transformé en argument marketing, le film a effectué un très bon démarrage en France. Le premier jour d'exploitation, Terrifier 3 a vendu plus de 45 000 tickets pour la seule journée de mercredi. Un chiffre édifiant puisqu'il réalisait à quelques places près le même score que Le Robot Sauvage, 2 salles, 2 ambiances, pour un résultat aussi encourageant. Mais pourquoi ce film rend tout le monde complètement fou? Voici quelques explications. La saga Terrifier est avant tout le cauchemar des coulrophobes. Vous savez, cette phobie des clowns, un symptôme bizarre mais pourtant bien réel, puisqu'elle suit les meurtres de Hart, un clown serial killer qui ne lâche pas un mot. Entre Michael Myers, héros angoissant de la série de films Halloween, et Freddy Krueger des Griffes de la Nuit, ce clown maléfique, joué par David Howard Thornton, a terrorisé les spectateurs dans les 2 premiers opus. Et cette fois-ci, il revient accompagné. Il forme un duo avec sa petite amie pour une double boucherie cinématographique. Les réactions sont unanimes, les spectateurs ressortent choqués par ce spectacle sanguinolent. Notre critique cinéma Sylvestre Picard a d'ailleurs pu découvrir le film. Mieux vaut être prévenu, Terrifier 3, c'est effectivement extrêmement gore, extrêmement violent, mais c'est ce qui fait l'intérêt du film, c'est que ces séquences-là sont tellement violentes que ça en devient presque un dessin animé, c'est un cartoon du gore comme faisait Peter Jackson avec Branded il y a une trentaine d'années. C'est un film par son ampleur mythologique en plus qui achève d'iconiser Art le clown qui commet tous ses méfaits et qui devient une icône du cinéma d'horreur contemporain. Au début du mois d'octobre, lors d'une avant-première à Londres, 11 spectateurs étaient sortis de la salle dès la scène d'introduction. L'un d'eux a même vomi dans le cinéma, alimentant la légende de Terrifier 3. Réfléchissez donc bien à 2 fois avant d'acheter votre place de cinéma. Il est notamment connu pour avoir prêté ses traits à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais il serait quand même diabolique de cantonner Ralph Fiennes à son personnage de Voldemort, révélé par la liste de Schindler. Il hante nos écrans déjà depuis une trentaine d'années et côté horreur, on a frissonné avec lui dans Dragon Rouge avant qu'il ne se réinvente en chef sociopathe dans The Menu et bientôt il sera à l'affiche du dernier film de Danny Boyle, 28 Years Later. Retour sur la carrière endiablée de Ralph Fiennes, c'est notre portrait du mois. Est-il le gentleman britannique par excellence ou le lord le plus diabolique qu'Hollywood ait jamais connu? Rafe's just got this simplicity of touch which is beautiful. C'est un maître exceptionnel de la dramaturgie qui a réussi à imposer son autorité à l'écran parmi les plus grands acteurs contemporains. Ralph Fiennes was born December 22nd, 1962 in Ipswich, Suffolk, England. His mother Jennifer was a novelist and his father Mark is a photographer. Creativity must run in their family because Ralph has 5 younger siblings and 4 of them went into the arts. Ralph Fiennes a étudié l'art dramatique de 1983 à 1985, avant de rejoindre plusieurs théâtres célèbres comme la prestigieuse compagnie Royal Shakespeare Company. Ralph Fiennes is unforgettable in Schindler's List. He's chilling. He actually put on 28 pounds to play the role. Il a remporté le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation d'Amon Goss. By my words, it shall be. Even animated movies need to class it up once in a while, and so Prince of Egypt cast Ralph Fiennes as Ramses. Well, it's a brother story, really, of 2 brothers that fall apart. You know, they're related, become estranged to the point where they're completely opposite. But when brothers are enemies, they don't stop being brothers. Moses! En 2005 sort le 4e volet de la saga Harry Potter, La Coupe du Feu, dans lequel le charismatique méchant Lord Voldemort est révélé aux sorciers de Poudlard.
Anyone who is evil doesn't probably think they're evil. They think they have a way of seeing the world which is their way. It's the right way. It's the way that'll work. The world works better if it's done like this, my way. He's in one of the biggest movie franchises of all time, but he's also in a Martin McDonagh movie called In Bruges. Colin Farrell, Brendan Gleeson, he's playing the bad guy. He's playing their boss, and when he shows up, it's basically just to fight them. Ralph Fiennes a renoué avec ses racines théâtrales en 2011, en réalisant et en jouant dans Coriolan, un thriller dramatique basé sur la pièce de William Shakespeare. Action! Rafe is a very good communicator, which isn't surprising given that he's an actor. Ralph a enfilé sa cape de mage noir pour ses derniers combats contre les sorciers de Poudlard, dans le point culminant de la saga fantastique à succès, Harry Potter et les Reliques de la Mort, parties 1 et 2. In the late 90s and early 2000s, when people were talking about who was going to be the next James Bond, Ralph Fiennes was one of those names you would occasionally hear. And he said there were a couple of phone calls, but nothing ever went anywhere. But he ended up being a part of the series much later. He took over the role of M from Judi Dench, and he's been a memorable part of the James Bond universe ever since. Dans le film de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, Ralph Fiennes s'imposait dans un casting rempli de stars, où il incarnait un concierge méticuleux. He's very precise. He loves a perfume called Eau de Panache, a cologne. I love Monsieur Gustave. I think that Rafe has never been sweeter, and there's something so fluid in that person. To prepare to play a chef in the movie The Menu, Rafe says he binge-watched Chef's Table on Netflix and took a little bit from all the different chefs that he watched. In a rather perverse way, I was sympathetic to the chef. I kind of liked the purity of his vision. James Bond a peut-être pris sa retraite temporaire, et Lord Voldemort est peut-être parti pour toujours. Mais le travail de Ralph Fiennes n'est pas encore terminé. De figure d'autorité paternelle à anti-héros terrifiant, cet acteur hors pair maîtrise son art et prouve qu'il a encore 1000 façons d'exprimer sa polyvalence, que ce soit sur scène, dans les coulisses, devant la caméra. Révélé avec calvaire et considéré comme le nouveau prince de l'effroi, Fabrice Duvel s'incorpore une noirceur, un sentiment de malaise dans chacun de ses contes noirs, humains torsionnaires, excès, polars musclés. Le cinéaste belge est réputé pour ses atmosphères poisseuses et malaisantes, alors qu'il prépare un film inspiré de l'affaire Dutroux et que son documentaire sur Béatrice Dalle sort dans quelques jours. Nous sommes allés lui demander pourquoi est-ce que Fabrice était autant fasciné par le mal. Quelles sont vos influences en matière de films d'horreur? Dans mon parcours cinéphile, je l'ai dit souvent, c'est L'Exorciste de Friedkin. C'est un film qui nous confronte à l'indicible, en fait, à quelque chose qui nous dépasse tous et qui est fait comme un documentaire, donc ce qui est d'autant plus troublant. Un autre grand film que j'adore, c'est L'homme qui voulait savoir, de George Sluizer. C'est un film extraordinaire. Je pense que c'est un des films les plus flippants que j'ai pu voir. La fin est terrifiante, vraiment terrifiante. Vos films ont souvent une atmosphère poisseuse et malaisante. Quelle technique utilisez-vous pour créer cette tension? C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que ça voudrait dire que j'intellectualise un procédé. Ce que je peux vous dire, c'est que je passe énormément de temps à la recherche de mes décors. Et une fois que j'ai des décors, après, je pense à la lumière. Et généralement, pour moi, un bon décor, c'est une bonne lumière. Et une bonne lumière, c'est un bon décor. Et puis, quand j'ai ce binôme-là, je mets l'acteur au centre. Pour moi, l'atmosphère est très importante. Elle était beaucoup plus importante quand j'étais plus jeune, plus jeune cinéaste, on va dire. Aujourd'hui, j'accorde beaucoup plus d'importance à l'écriture et je vais en accorder de plus en plus parce que je pense que c'est aussi avec l'écriture qu'on va plus loin. Selon vous, à quoi servent les films d'horreur? Je pense que le cinéma d'horreur de tout temps sert à la catharsis, c'est-à-dire que je pense que le cinéma d'horreur, regardez par exemple un film comme Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui synthétise en fait une époque, mais qui fonctionne sur tous les tableaux, qui fonctionne d'un point de vue commercial, parce que c'est un film incroyable qui donne naissance à énormément de reboots et de suites et de sequels, mais il fonctionne aussi sur le plan politique. C'est une critique profonde de l'Amérique post-Vietnam. Il fonctionne aussi sur le point de vue poétique. Et donc, il coche à peu près tout. Et je pense que le grand cinéma d'horreur, en tout cas, nous permet
oui, d'exorciser nos peurs, d'exorciser la société telle qu'elle est. C'est le principe de l'expression artistique, qu'elle soit littéraire, picturale, cinématographique ou poétique. C'est-à-dire que c'est chaque fois confronté. En fait, il y a quelque chose qui nous avale un peu, c'est l'industrie du divertissement. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre le divertissement, l'entertainment, mais il ne faut pas que ce soit globalisé, généralisé. Je pense que l'idée de l'art, c'est aussi de nous confronter à nous-mêmes, à nos peurs, à nos angoisses. C'est pas forcément aller dans le sens du poil, c'est nous confronter nous-mêmes. Parce que dans cette confrontation, on peut renaître, de manière métaphorique, hein, bien sûr, mais on peut renaître, on peut se laver l'âme, on peut repartir autrement, apprendre quelque chose. Et donc, je pense que le cinéma d'horreur, le vrai cinéma d'horreur, en tout cas, peut avoir cette fonction. Vous vous intéressez à l'affaire Dutroux avec le dossier Maldoror, mais l'industrie semble aussi obsédée par le true crime et le murder mystery. Qu'en pensez-vous ? Ouais, je pense que le true crime devient vraiment un genre en soi aujourd'hui. Je ne me l'explique pas vraiment. Enfin, même si moi j'adore ça aussi, hein, j'adore Faites entrer l'accusé. Enfin, j'adore qu'on décompose les parcours des criminels ou des victimes. Maintenant, les true crime Netflix, les documentaires, il y en a des formidables. Après, bon, sur les films, bon, c'est parfois très, très dispensable, il me semble. Bon, ce qui est terrible, c'est quand on a un documentaire, par exemple comme le documentaire sur les frères Menendez, et puis après qu'on a la série, là, ça devient un peu, voilà. Mais bon, voilà, après. C'est pas très grave. Trouvez-vous qu'il y a une nouvelle impulsion en matière d'horreur ? Oui, il y a une nouvelle impulsion qui est en plus portée par des femmes ou des jeunes femmes brillantes. Je m'en réjouis vraiment. Je pense que c'est formidable. Je pense que de toute façon, encore une fois, l'horreur concentre en fait une réflexion, une opposition, une colère en fait. Donc que le film d'horreur, après tout ce qui s'est passé ces dernières années, le mouvement MeToo, etc., que le cinéma d'horreur soit pris comme matrice, en tout cas pour des réalisatrices qui veulent en découdre et qui aiment profondément et sincèrement le genre, hein, mais qui en font quelque chose d'autre. Moi, je trouve ça absolument remarquable. Et pour clôturer cette émission noire comme mon chapeau et le reste de ma tenue du jour, voici les 5 films et séries les plus attendus par notre rédaction. Au menu, des vampires, des loups-garous, des films d'animation pas tout à fait féeriques et une série Netflix taillée pour Halloween. Voici le top 5 de Première l'émission. Le réalisateur du Dernier train pour Busan poursuit les aventures démoniaques des membres de la Nouvelle Vérité et leur gourou, Jong Jin-soo. De retour à Hapsong, la ville est assiégée par des créatures infernales qui ont un pouvoir de vie ou de mort sur le commun des mortels. Chaos, résurrection, paranoïa médiatique, le K-drama Hellbound promet une ambiance de fin du monde haletante avec cette saison 2 encore plus sombre, déjà disponible sur Netflix. Je vous en prie. Laissez-moi voir Park Chan-ja. Il y a 15 ans, le monde de l'animation découvrait Coraline, cette petite fille aux cheveux bleus qui découvre un passage secret dans un monde presque identique au sien. À l'époque, le film d'Henry Selick, entièrement réalisé en stop-motion, avait immédiatement conquis les critiques avec son atmosphère cauchemardesque et ses personnages aux boutons cousus à la place des yeux. Il faut absolument le découvrir ou le redécouvrir en salle dès le 6 novembre. Par conséquent, tu vas rester ici avec nous pour toujours. Après The Witch et The Lighthouse, le réalisateur Robert Eggers nous prépare une surprise de taille pour Noël. Il livre son remake de Nosferatu, grand classique de l'horreur cinématographique, signé Friedrich Murnau. Pour ce périlleux défi, il a recruté Lily Rose Depp, dont on n'avait pas de nouvelles depuis la série The Idol, et Bill Skarsgård, qui avait prêté son visage au clown de Ça. Vous pouvez prendre votre ticket pour la Transylvanie des années 1830 dès le 25 décembre. Nous sommes en présence du vampire Nosferatu. Le réalisateur Lee Whannell continue son incursion dans le cinéma d'horreur, où il s'est fait une place de renom avec Saw ou Invisible Man. Le petit chouchou de Blumhouse, le studio de Jason Blum spécialisé dans la série B d'effroi, est de retour avec Wolfman, une nouvelle adaptation du mythe du loup-garou. Pour savoir si Christopher Abbott et Julia Garner vaincront la malédiction du monstre poilu, il faudra patienter jusqu'au 15 janvier 2025.
Après les nouvelles aventures de Chicken Run, le studio Hardman poursuit sa collaboration avec Netflix et propose une nouvelle aventure de Wallace et Gromit, Vengeance Must Fall. Ils ne font pas les choses à moitié, puisqu'ils convoquent le pingouin le plus iconique du cinéma, Feathers Must Grow, est de retour pour se venger de nos deux héros so British. Là encore, il faudra attendre le 3 janvier pour retrouver les inventions de Wallace et son fidèle compagnon. C'était Première l'émission, ici au Grand Rex. Sa Majesté le Roi de Cœur vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous le mois prochain, évidemment sur la chaîne Trailers, avec toujours plus de critiques, de coups de cœur, de coups de pioche et évidemment de trailers.